Jeudi 23 avril 2020. Sur le vif, le balado du CRIMIS, épisode 4. Échange en contexte de crise sociale et sanitaire avec Estelle Card, professeure agrégée au département de sociologie de l'Université de Montréal et coporteuse du champ Inégalité sociale et santé au CRIMIS. Bonjour Estelle, merci de vous prêter au jeu. Première question, est-ce que vous pouvez de manière générale parler de certaines de vos observations en ce qui a trait à la crise actuelle et la question des inégalités sociales de santé? Oui, bonjour. Alors en fait, je pense que la virulence de ce nouveau coronavirus, on peut se douter qu'elle va être comme l'immense majorité de nos problèmes de santé, c'est-à-dire qu'elle ne se déploie pas indépendamment de notre organisation sociale. Au contraire, elle suit précisément les lignes de fracture de cette organisation et elle cible ceux que la société rend vulnérables. Alors pour réfléchir à qui finalement est particulièrement vulnérable dans notre société, on peut se poser, je pense, deux questions. La première, c'est qui est-ce que notre société expose le plus au risque d'être infectée? Et la deuxième, ce serait, mais finalement, parmi les personnes qui sont exposées au risque et qui sont infectées, qui sont les personnes qui sont les plus exposées au risque de mal supporter l'infection, c'est-à-dire d'avoir des complications, voire d'en mourir? Alors, pour ce qui est de la première question, qui sont les personnes les plus à risque d'infecter? Là, évidemment, il y a des enjeux socio-économiques majeurs. Les personnes qui ne peuvent pas se confiner chez elles parce qu'elles vivent à la rue, clairement, là, il y a une inégalité. Il y a aussi les personnes qui sont déjà confinées en quelque sorte, mais en collectivité. Et plus elles le sont dans des conditions indignes, eh bien, plus il va leur être difficile de respecter la distance sociale, l'hygiène, etc. Donc, on pense aux personnes dans les centres de détention, dans les centres de rétention, là où il y a les immigrants en situation irrégulière, dans les camps de migrants. Et puis aussi, et c'est ça qui choque beaucoup en ce moment l'opinion publique, parce qu'on s'aperçoit aussi que c'est le cas des aînés dans certains, en tout cas, CHSLD. Et puis, parmi les personnes qui sont aussi à risque d'être infectées, bien, c'est aussi toutes les personnes qui sont obligées de continuer à travailler parce qu'elles travaillent dans des secteurs considérés essentiels, la santé, les épiceries, Amazon, les livreurs, les conducteurs, etc. Et sont surreprésentées parmi tous ces travailleurs les personnes qui sont dans des emplois précaires, mal payés, sans beaucoup d'avantages sociaux, etc. Donc clairement, il y a un gradient socio-économique. Il y a aussi un gradient selon le genre, je pense, parce que parmi ces personnes qui sont obligées de continuer à travailler, il y a beaucoup de femmes. En particulier, si on pense aux services de la santé et des services sociaux, au Québec, les femmes représentent 80% de cette main-d'œuvre, ce qui est une surreprésentation donc flagrante en termes d'exposition au risque. Si ensuite on pense, deuxième question, aux personnes qui, une fois qu'elles sont infectées, sont plus à risque de mal supporter l'infection, voire d'en mourir. Eh bien là, en fait, ce sont les personnes dont l'état de santé était déjà altéré du fait de leur âge, mais aussi de maladies chroniques, respiratoires, cardiovasculaires, diabète, etc. Et parmi ces personnes, eh bien, on retrouve beaucoup de personnes qui sont en bas de l'échelle des revenus, puisque ces maladies sont d'autant plus fréquentes qu'on est pauvre. Donc clairement, elles sont plus à risque. C'est aussi la question de la pollution atmosphérique. On en parle moins, mais la pollution par les particules fines est un facteur aggravateur de la maladie, de l'infection par la Covid-19. Et évidemment, les quartiers défavorisés d'un point de vue socio-économique sont plus souvent des quartiers pollués. À votre avis, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent être affectées par la crise? Je pense qu'effectivement, la crise, c'est une épreuve. Et même quand on n'est pas infecté personnellement, on va vivre cette épreuve, mais d'une façon plus ou moins douloureuse, si je puis dire, selon, encore une fois, la place qu'on occupe dans la société. Et donc là aussi, je pense que pour trier les enjeux, on peut se poser deux questions. La première, c'est comment est-ce qu'on est plus ou moins affecté par le confinement? Et la seconde, ce serait comment est-ce qu'on est plus ou moins affecté par la mise à l'arrêt de la société. Alors pour ce qui a trait au confinement d'abord, là il y a toute une série d'inégalités. On sait bien que le confinement est plus difficile quand on vit dans un logement petit, peu ensoleillé, surpeuplé, bruyant, insalubre, etc. Mais c'est aussi plus difficile quand on a peu accès à l'information. L'information et aussi à la possibilité de communiquer et de partager le vécu stressant de cette période complètement exceptionnelle. Et donc là, je pense aux personnes analphabètes qui représentent 20% de la population québécoise. Je pense aussi aux personnes qui n'ont pas accès à un ordinateur chez elles, qui habituellement vont à la bibliothèque municipale ou dans les organismes d'aide. Question d'ailleurs d'accès au numérique, je pense à tous les jeunes qui ne peuvent pas, ou moins en tout cas bien, suivre leurs études à la maison, soit à l'école ou à l'université.
parce qu'ils n'ont pas accès au numérique, mais aussi parce qu'ils n'ont pas accès à un espace suffisamment grand et confortable pour pouvoir se concentrer à la maison. Il y a aussi les parents qui ont une capacité plus ou moins grande à assurer l'école à la maison pour leurs enfants. Et puis quand on parle de confinement, on peut parler aussi d'isolement. Et là, l'isolement n'est pas le même pour tout le monde. Au Québec, une personne de plus de 65 ans sur 5 est déjà relativement isolée. Donc on peut imaginer à quel point c'est exacerbé quand on leur demande de rester chez elles. Donc là, j'ai parlé beaucoup de socio-économique, mais encore une fois, il y a le genre. Les femmes qui souvent sont celles qui effectuent la part la plus importante du soin aux enfants, elles se retrouvent à gérer les enfants toute la journée à la maison, avec en plus, pour celles qui sont en télétravail, une conciliation famille-travail qui devient très, très compliquée. Et puis, il y a évidemment la question des violences domestiques, conjugales. Le confinement, ça signifie une augmentation du risque pour les femmes, pour les enfants en particulier. Je ne sais pas si vous avez vu passer l'hashtag qui est assez glaçant. À nous toutes, il est interdit de sortir, mais pas de fuir. Donc, difficultés plus ou moins grandes par rapport au confinement. Il y a aussi des difficultés par rapport au fait que la société semble complètement à l'arrêt. Et donc là, ça pose problème pour les personnes qui avaient l'habitude de recevoir des soins, handicapés, malades au long cours, etc. Pour les femmes qui demandent un avortement, je ne sais pas si vous savez, mais une activité qui a été déclarée non essentielle dans plusieurs États des États-Unis. Ça peut être aussi compliqué d'arrêter sa propre activité professionnelle quand on n'avait pas le budget, quand on n'a pas le budget suffisant pour pouvoir tenir, en attendant prochaine paye. Et puis enfin, tout à l'arrêt, là, il peut être difficile à vivre pour ceux qui sont perçus comme étant les responsables de tout cet arrêt. Et là, en fait, je pense à l'aggravation des inégalités dans la légitimité qui est accordée à certains groupes sociaux en ce moment. Je pense en particulier aux personnes d'origine asiatique qui sont accusées par certains d'être à l'origine de la pandémie, surtout depuis que Trump parle du virus chinois. Donc là, c'est les exacerbations du racisme. Et puis, dans le même ordre d'idées, on peut aussi parler d'une exacerbation du l'agisme. Heureusement, ce n'est pas généralisé, mais enfin, on entend parler aussi de certaines relativisations de la gravité de la surmortalité des aînés par rapport au virus, considérant le poids finalement que leur survie fait peser sur la société. Et finalement, l'épidémie, enfin la pandémie, viendrait juste alléger ce poids au regard de la société. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'expression boomer remover, donc par rapport aux baby boomers qui sont nos aînés d'aujourd'hui. Estelle, est-ce qu'il y a des choses qu'on sait déjà au plan de la recherche sur les inégalités sociales qui se manifestent clairement dans le contexte de la crise actuelle? En fait, on retrouve, dans tout ce que je viens de vous dire, on retrouve les trois principales stratifications sociales dont on a l'habitude de parler quand on parle des inégalités sociales, socio-économiques, race, genre, auxquelles on peut ajouter évidemment l'âge aujourd'hui. Je pense qu'une bonne illustration de ça, c'est la question des Noirs aux États-Unis, dont on sait qu'ils sont surreprésentés de façon dramatique parmi les victimes de l'infection, à la fois en tant que plus souvent infectés et que plus souvent morts du virus, de l'infection. Je pense que c'est une bonne illustration de quelque chose dont on a l'habitude de traiter par rapport aux inégalités sociales de santé, qui est en fait l'interaction entre les inégalités sociales. On voit très bien avec les Noirs aux États-Unis que c'est vraiment l'interaction entre la race et puis le socio-économique. Parce qu'ils sont noirs, ils sont victimes de tout un tas de discriminations raciales dans leur accès aux ressources socio-économiques qui, in fine, se traduisent par leur fragilité vis-à-vis du virus. Ils sont plus souvent pauvres, donc dans des secteurs jugés essentiels, obligés de continuer à travailler, pas pouvoir se confiner chez eux, plus souvent porteurs de maladies chroniques, plus souvent vivant dans des quartiers dépourvus d'offres de soins, etc. Comment répondre au problème des inégalités sociales face à la crise? Là aussi, en fait, je dirais que la pandémie de Covid-19, elle ne se différencie pas des autres enjeux de santé. C'est-à-dire que pour lutter contre les inégalités sociales en la matière, je pense que ce qu'il faut, c'est un bon filet de protection sociale et puis des services de public de qualité. Et puis, quand on n'a pas ça, on bricole en urgence. Et ça, c'est ce qu'on voit en ce moment avec les aînés. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit bien que si les aînés sont si fragiles vis-à-vis du virus, c'est certes qu'il y a un fond naturel, si je puis dire, lié à la nature humaine, voilà. Mais c'est aussi que clairement que cette fragilité liée à l'âge de la nature humaine, elle est modulée par des conditions de vie, par des conditions de soins. Et ça relève clairement de choix de société. Quelle est la solidarité qu'on veut manifester envers nos aînés? Et donc là, il y a scandale.
Je pense que ce scandale, malheureusement, il va émouvoir plus ou moins. Il y a certaines populations qui sont placées dans des situations d'injustice et qui émeuvent plus ou moins. Et ce que j'aimerais, moi, c'est qu'on puisse rétablir certaines inégalités fondamentales en s'émouvant des injustices qui sont faites autant aux uns qu'aux autres. Et là, je pense en particulier à un groupe social dont on parle peu, c'est celui des migrants sans papier. Pour moi, ils sont parmi les plus vulnérables de notre société. Ils n'ont pas de droit au travail, n'ont pas de revenus officiels, ils ont souvent des parcours de vie traumatisants, ils ont été déracinés, ils sont isolés, ils sont imputés au racisme, etc. Et au Québec, ils n'ont pas accès à un droit essentiel qui est celui de se soigner. Et fin mars, le gouvernement leur a enfin octroyé la prise en charge de leurs soins. Malheureusement, ce n'est pas une soudaine prise de conscience morale, c'est plutôt quelque chose d'assez, pour moi, je l'interprète comme un geste assez cynique. C'était en réalité, non donc pour satisfaire à leurs droits essentiels, mais plutôt pour protéger la population québécoise, parce que les migrants sans papier sont une population particulièrement à risque vis-à-vis de la Covid-19. Ils sont porteurs de maladies chroniques mal soignées, ils vivent dans une certaine promiscuité, souvent avec des aînés, etc. Et donc, plus à risque de propager la maladie. Et donc, finalement, oui, il leur a accordé une prise en charge de leurs soins, mais uniquement des soins en rapport avec la Covid-19. Et je trouve extrêmement dommage, tragiquement même dommage, de ne pas avoir saisi cette occasion pour remédier à une des inégalités qui, selon moi, est parmi les plus flagrantes en matière de soins et donc de santé au Québec.